quand j'avais 12 ans ou 15 ans, c'est vrai qu'on n'avait aucun support mental, si tu veux. Des années après, tu te rends compte de l'importance d'avoir ce genre de soutien. Parce que l'échec, pour moi, il est souvent perçu comme négatif aujourd'hui. C'est ce que je retiens, en fait, de manière globale. Et pour moi, en fait, l'échec, c'est un apprentissage pour que tu deviennes meilleur à chaque fois. Sans l'échec, pour moi, t'as pas d'amélioration. Nouvel épisode de Mental de Champion. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. Je reçois un sportif, mais aussi un entrepreneur et un partenaire. Mathias Tondo, bonjour. Salut Gaëtan. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, merci à toi, c'est cool. Comme je l'ai dit avant, un sportif, un entrepreneur, un partenaire, on va essayer de parcourir un petit peu tout ça. Peut-être pour débuter, comme on le fait d'ordinaire sur le podcast, qu'est-ce que tu voudrais te présenter? Oui, avec grand plaisir. Ouais. Alors, je m'appelle Mathias Tondo, je suis italien d'origine. Je suis né et j'ai grandi à Martigny, en Valais. J'ai fait du hockey sur glace plus jeune et aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, je me suis lancé en tant qu'indépendant. Et puis, on est là aussi parce que j'ai eu un passé de sportif dont on va parler ensemble. Merci beaucoup. Italien, quelle région? Les Pouilles. Les Pouilles. Tout au sud, ouais. Tout au sud de Talon. Le Talon, ouais. Quel endroit? L'intérieur du talon de la botte, je suis originaire de Nardo, c'est Lecce, voilà. C'est Okay. Je dois dire des magnifiques régions. Ouais. Donc, tu as grandi, tu es né ici en Valais? Oui, je suis né à Martigny et puis j'ai grandi ici. J'ai vécu à Martigny jusqu'à l'âge de 12 ans, parce qu'après, je suis parti en sport-études à Grosne. Ouais. Parce que maintenant, il y a toujours ce complexe sportif à Grosne où on peut coupler sport et études. Et puis, donc après, je suis parti vivre sur Sion, les Sierres. Puis après, je suis retourné à Martigny parce que quand j'ai fini le cycle d'orientation, je suis passé à l'école de com. Oui. À Martigny, toujours en sportif, jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Ok. Mais quand on est italien comme ça d'origine, le hockey, c'est pas tellement naturel. Non, c'est pas naturel. Quoi, le hockey? Je t'explique l'histoire. Alors, quand j'étais petit, j'étais un peu enveloppé, j'étais en surpoids. Ok. Et puis, ma maman m'avait fait commencer le football. Et puis, mon grand-papa était chef matériel du HC Martigny. D'accord. Et du coup, vu que le football, ça suffisait pas, j'étais toujours un peu en surpoids. Elle a dit, mais on va essayer de lui faire deux sports en même temps. Et du coup, j'ai commencé le hockey par là, en fait, Okay. pour une question de poids, quoi, parce qu'il fallait que je bouge un peu plus. Ouais. Et puis, donc, j'ai fait du hockey et du football durant 2 ans, en même temps. Puis après, au niveau budget aussi, pour les parents, c'est pas facile. Et on m'a demandé de choisir. Et vu que j'avais un peu plus de facilité au hockey qu'au football, j'avançais un peu mieux, on dirait. Ouais, très bien. J'ai abandonné le football pour me consacrer au hockey. Ok, parfait. Tu es parti après, tu as dit, en sport-études. Cycle d'orientation, on a 12 ans. Bon, on vit chez ses parents, mais on est quand même toute la journée, soit à l'école, soit au sport. Comment ça se passait, cette période pour toi? Qu'est-ce que tu en retiens un petit peu de cette période? Écoute, ça a été un vrai changement de vie parce que quand tu as 12 ans et que tu arrives au cycle d'orientation, tu es jeune, mais le club est couplé avec l'école. Ça veut dire que tu dois très vite être indépendant, tu dois prendre le bus tout seul, tu dois t'organiser tout seul également et tu as beaucoup d'entraînement par rapport à avant. C'est combien de près d'entraînement ou de séances par semaine ou... Alors écoute, dans le cadre du sport-études, on avait vraiment des séances dédiées. Ouais. On avait 2 entraînements par semaine qui étaient à 6h ou 6h30 le matin. Je ne me rappelle plus exactement l'horaire aujourd'hui. Et puis en plus de ça, on avait les entraînements avec nos équipes le soir. Donc si tu veux, on avait 5 à 6 entraînements par semaine plus de matchs. Ok. Puis je pense qu'il y avait toute une approche au lien avec la préparation physique. Surtout la préparation physique, ouais. Oui, absolument. On était pris en charge pas tout l'été. Toi, tu as connu ça aussi. On a nos entraînements d'été et puis même à côté, avec le sport-études, on avait des entraînements entre nous, avec plus de l'équipe. Et j'imagine, t'es pas vieux, mais que la préparation mentale à cette époque-là, en tout cas quand tu étais dans ces âges-là, c'était pas très présent. Non, c'est quelque chose qui manquait. D'ailleurs, quand j'ai fait ta connaissance, j'ai trouvé hyper intéressant et ça m'a fait me reprojeter en fait quelques années en arrière parce que moi, quand j'avais 12 ans ou 15 ans, c'est vrai qu'on n'avait aucun support mental, si tu veux. Et des années après, tu te rends compte de l'importance d'avoir ce genre de soutien. Et surtout, si tu es un athlète, disons, qui est talentueux et qui potentiellement peut arriver à un certain niveau. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir ce support-là. Je t'explique. Par exemple, moi, j'ai touché les premiers entraînements avec la Ligue nationale B, j'avais 15 ans. Quoi. Donc, tu arrives là dans une équipe où tu as des personnes qui ont déjà la trentaine, qui sont déjà formées en tant qu'hommes, en tant que sportifs. Et puis, c'est vrai que le hockey, je connais pas trop les autres milieux sportifs, mais c'est un monde assez dur.
où les gens sont durs avec toi, où il y a de la concurrence, où on ne veut pas que tu prennes la place d'un autre. De gagner ta place, quoi. Voilà, donc toi, tu arrives là, tu as 15 ans, et puis on te dit, écoute, ça va pas être facile pour toi, tu n'as aucun support mental derrière. Mais c'est une T'as des expérience anecdotes d'arriver. par rapport à ça ou t'as des souvenirs un petit peu qui te reviennent comme ça, si tu devais penser à des moments de difficulté peut-être que tu as eu à cette période-là? Oui, alors c'était une année, on avait commencé justement les entraînements d'été avec, nous on était des jeunes, en fait on était 5 ou 6 jeunes, un noyau qui était dans le contingent élargi de la première équipe. Donc on a fait les entraînements d'été avec eux et puis on a commencé la glace au mois d'août avec Sierre. Et puis on s'est retrouvés sur la glace, c'était lors des premiers entraînements, moi j'avais encore ma grille, tu vois, j'avais assez à Dizier encore. Et puis on a fait un espèce de 3 contre 3 au milieu de la glace et il y en a un, je me rappelle très bien, et je sais plus son nom par contre, d'ailleurs je le dirai pas. On va pas dire. Mais c'était un joueur qui était expérimenté, qui avait plus de la trentaine, qui venait de Lausanne. Ouais. Et puis sur ce 3 contre 3, bah, il m'a fait une charge frontale. Ok. Je suis tombé, il m'a regardé et puis c'est là qu'il m'a dit ça va pas être facile pour toi. Il m'a dit bienvenue. Ouais. Ok, donc ça, c'est des petites anecdotes qui marquent. Comment tu te relèves d'un événement comme celui-ci? Bon, à 15 ans, je veux dire, t'es moins réfléchi, t'as un souci, t'as une insouciance, tu réfléchis moins en fait. Donc je sais même pas dire comment j'avais réagi à l'époque. En tout cas, si aujourd'hui j'en parle, c'est que ça m'avait marqué. Ouais, c'est ça. Et que certainement un soutien mental, j'en aurais eu besoin à ce moment-là. Ouais. Toi, tu as parlé aussi, si je fais un petit flashback, tu as parlé aussi de problèmes de surpoids, justement. C'est un petit peu ça qui t'a mis dans le hockey ou dans le foot. Oui. Qu'en était-il de ta confiance par rapport à tout ça? Est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y avait aussi des soucis par rapport à la confiance, du fait ben, voilà, qu'il y avait un surpoids et puis quand tu te mettais au sport par rapport à ça? Alors oui, c'est vrai que j'ai toujours eu un problème de confiance en moi, même plus tard. C'est très récent que ma confiance, je pense qu'elle est bonne. Mais durant toute ma jeunesse et dans le cadre sportif, j'ai toujours eu un manque de confiance. Mais ça fait partie aussi de l'éducation que tu as pu avoir avec tes parents. Il peut y avoir plusieurs facteurs là derrière. Donc c'est vrai que la confiance, et surtout quand tu es jeune, parce que tu te cherches quand tu es jeune. Oui. Et c'est normal de ne pas avoir 100% confiance en soi quand on a cet âge-là, quoi, 12 ans, 15 ans. On se pose quand même des questions. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, on doit rebondir à l'échec, on doit avancer, on doit faire sa place, comme tu l'as dit avant. Et c'est vrai que la confiance, c'est un socle qui est difficile à mettre en place. Et puis, ben, voilà, c'est précieux, en tout cas, ce que tu partages, de dire que c'est normal. Ouais. Il y a aussi cet aspect-là, je pense, qui est important de faire passer comme message, c'est que oui, on doit être confiant et on travaille là-dessus. Et moi, c'est une partie aussi de mon travail avec les athlètes que j'accompagne. Mais c'est aussi une construction de tous les jours. Donc ça, c'est très intéressant. Merci en tout cas pour ce partage. On avance, tu vas à l'école de commerce, donc tu rentres en première équipe, je pense, en fin de début d'école de commerce, à peu près à cet âge-là. Ouais, alors les 15-16 ans, ouais, Ça veut dire que tu vas switcher gentiment. Après, tu pars à l'école de commerce à Martigny, donc de nouveau du changement. Bon, c'est pas très loin, mais de nouveau un petit peu de changement. Comment ça se passe, l'école de commerce? Meilleure période de ma vie, j'ai envie de te dire. Parce que l'école de commerce, ben, en fait, on est arrivé là et l'école de commerce à Martigny en sport-études, c'est plus comme au cycle d'orientation où tu es suivi. Ouais. Où l'école, en fait, elle est couplée avec le club. Et puis, c'est une organisation. C'est deux choses séparées. Là, c'est deux choses séparées. Tu as l'école. Ouais. Tu as l'école que le matin. Puis l'après-midi, tu es free. Donc, tu sors de l'école. Tu choisis, toi, si tu veux étudier, t'entraîner, etc. Tu vois. Donc, c'était un peu plus cool, si tu veux, comme période. C'était 5 ans. Puis là, c'est de tes 15 à 20 ans. Donc, tu vis tu vois, tes premières sorties, tu vois. Et du coup, c'était une excellente période. J'en garde que des bons souvenirs. Mais de nouveau, là, en fait, pour moi, c'était une période charnière aussi dans le monde sportif. Parce que c'est là vraiment que j'ai fait... tu commences... J'ai jamais joué... j'ai jamais été en fixe, en fait, avec la première équipe, si tu veux. J'ai toujours démarré mes années en étant en contingent élargi, mes chances qui se... Ouais, mes chances qui me devaient le donner, saisir. Et puis, ouais, exactement, ça. Exactement. Donc, après, t'as des blessures. Moi, j'ai une grosse blessure au poignet à l'époque. Enfin, bref, là, c'est un peu... c'est là qu'en fait, tu vois si tu vas partir. Là-dedans, t'as la régularité, puis même le mental pour. Ouais. Parce que, je veux dire, les gens et les sportifs talentueux, t'en as beaucoup, je trouve. Hein. C'est souvent après l'aspect mental à cet âge-là qui va faire que tu vas percer ou pas. Ouais. Puis nous, on a eu des exemples de nos générations où c'était pas les meilleurs qui ont percé au niveau talent, hein, mais c'était peut-être ceux qui mentalement avaient une autre approche et puis qui étaient peut-être sans avoir un accompagnement comme toi tu le fais aujourd'hui.
était plus près dans le De l'armée. Ouais. Après, c'est vrai que la partie, le mot talent, c'est toujours un petit peu délicat. Il y a pas mal de débats qui tournent autour du talent. En tout cas, tu voyais qu'il y avait certains joueurs qui étaient prometteurs, Oui. qui montraient de certaines aptitudes, un certain potentiel pour avancer. Et tu vois qu'à un moment donné, ça, le tri, la sélection, elle se fait, quoi. Toi, tu dirais qu'à un moment donné, tu avais atteint des limites? Non, même pas, parce que, en fait, à mes 18 ans, donc j'étais toujours à l'école de com, je suis parti de Sierre pour aller à Viège. Ok, donc change de club. Change de club, ouais. Je suis parti. Ligue. Ouais, oui, ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, quand tu arrives à Viège, déjà, c'est une autre culture. Tu as une autre mentalité. Allez, maintenant, je sais une autre langue aussi. Et puis, j'arrive dans une équipe où l'entraîneur, il m'avait fait beaucoup de bien, en fait, de ce côté-là. Daniel Bobman, qui il connaît. Bien sûr. Et puis, c'est vrai qu'il m'a très vite responsabilisé. Puis moi, j'ai pris confiance en moi à ce moment-là. Et ça a été un vrai déclic. Et puis là, même au niveau, sur la glace, au niveau régularité, puis performance, Ouais. ça a été autre chose. Donc même à 18 ans, j'ai eu un step-up, si tu veux. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, puis en fait, j'ai fait 2 années à Biège, où de nouveau, après, j'ai fait une partie où j'avais commencé avec la Ligue B, à Liège. J'ai fait mes années en junior élite. Puis après, c'est moi-même qui me suis dit là, ben, j'arrête parce que j'avais plus. Je ne me voyais pas continuer, en fait, dans ce milieu-là. Parce que la deuxième année, c'est vrai que quand tu as 2 entraînements par jour, avec le fitness entre deux, tu te rends compte ce que c'est de faire du hockey de manière professionnelle. Ouais. Ok. Et ça t'a effrayé? Ça t'a fait peur un petit peu ou au contraire, tu te disais non, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est ça que j'ai envie de faire? Non, ça m'a même pas effrayé. C'est que je suis arrivé là où, tu sais, quand tu arrives dans le monde professionnel, tu as de l'argent aussi au milieu, Bien sûr, ouais. tu as de la concurrence. Peut-être que l'ambiance d'investir n'est plus la même que quand tu es jeune. Ouais, il y a ces facteurs-là qui entrent en ligne de compte. On est entre guillemets au travail et puis il y a une concurrence qui s'installe. Absolument. Les sont chers. Ouais. Oui. Et puis moi, c'est juste qu'à partir d'un moment, j'avais 20 ans, je me suis dit, mais je me vois pas continuer dans ce milieu, tout simplement. Mais Sans prise de tête, sans drame, je veux dire. Pourtant, tu as investi du temps et qui reste en 10 ans de ta vie par rapport à ça. Je reviens juste sur un petit point que tu as dit. Tu changes de culture, de langue, tu changes d'entraîneur. Et là, paf, tu prends confiance en toi. Donc, on voit l'importance d'être bien entouré, d'avoir un staff qui s'intéresse à toi, qui perçoit un petit peu ce que tu as. Tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi ça t'a donné confiance à ce moment-là? Écoute, lui, c'était quelqu'un de très, très direct, très frontal. Et c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et comme je t'ai dit avant, qui m'a vite donné des responsabilités, qui m'a vite fait me sentir important, en fait. Ouais. Il m'a fait sentir important dans cette équipe. Et même les collègues et puis l'équipe qui formait, quand on était tous ensemble, elle était géniale pour ça, en tout cas pour moi. Quoi. Moi, ça m'a permis d'exploser de ce côté-là. Un environnement dont a fait que tu as pu prendre confiance, t'exprimer avec des responsabilités. Et ça, c'est, tu vois, ce que tu partages là, c'est intéressant. Donc, pour tous les jeunes athlètes, il y a des changements qui peuvent s'opérer. Et parfois, la magie opère, tout se met en place. Et oui, tu peux prendre confiance, tu peux être plus performant, être plus régulier comme tu l'as été. Absolument. Puis après, moi, j'étais une personnalité, je suis une personnalité de caractère. Ouais. Donc, j'ai toujours été assistant au capitaine de mes équipes. Mais même avec ça, si tu veux, c'est 2 axes différents avec la confiance. Oui. Donc, même si à l'époque, je pensais peut-être avoir confiance en moi parce que j'avais ces rôles et ces responsabilités, je les avais toujours eues. Oui. Au moment où je passe à Biège, il y a eu un autre impact, ça a été un hasard, en fait. Puis ça s'est construit au fur et à mesure et c'est le temps qui a fait que ce changement a généré cette confiance en toi et que tu as pris un petit peu cette assurance. Absolument, ouais. Et après, à 20 ans, comme on l'a dit avant, tu décides. Toujours intéressant, moi j'ai pas mal d'athlètes dans beaucoup de disciplines. Il y a des dates, je suis pas gentil quand je vais dire ça, il y a des dates de péremption. Oui, un peu comme ça, comme un produit alimentaire. Non, c'est un petit peu caricaturé, mais certains sports, ça va très vite. Oui, on a des sports artistiques où très très jeune, il faut performer et puis rentrer dans des cadres nationaux ou autres. Sinon, on arrive très très vite à des limites. D'autres sports, ça se fait un petit peu plus tard. Il y a des maturités qui sont un peu plus tard. Toi, finalement, tu arrives à 20 ans. Tu te fais une introspection, tu te fais un peu un bilan de ce que tu fais, tu te questionnes ou bien c'est complètement naturel, mais tu te dis tiens, là, j'ai atteint des limites où j'ai pas envie de rentrer dans ce système, comme tu le disais avant, un système un petit peu plus dur, un petit peu plus orienté business, argent. Comment tu peux nous expliquer pour aussi essayer de nous faire comprendre à ce moment-là ce qui se passe pour toi? Écoute, à 20 ans, ça a été très naturel chez moi. Ouais. Donc, du jour au lendemain, j'ai arrêté le hockey. Personne t'a dit tu n'y arriveras jamais, non, arrête, abandonne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment venu de toi. Non, et puis c'était même le contraire. On a essayé de me faire rester dans le milieu. J'ai eu des propositions d'équipe.
Non, non, c'est vraiment moi. C'est comme si tu sentais que ta route, elle devait prendre vraiment un autre chemin. Ouais. Et là, c'est dur pour par ton entourage, par exemple. Je sais pas, ils ont soutenu, ils t'ont accompagné, il y a quand même des espoirs mis en toi. Tu fais toute cette filière sport-études et tu arrives à l'âge où tu peux peut-être passer un step, avancer, et tac, là, tout s'arrête soudainement. Comment ça se passe? Mais écoute, je me suis jamais posé cette question. En tout cas, je l'ai jamais ressenti. Jamais ressenti de pas de pression, bien même de. Non, j'ai jamais. Attente. J'ai jamais eu, Oui. jamais ressenti d'attente, que ce soit de mes parents ou de mes proches ou de mes amis, ou de déception ou ces choses-là, tu vois. Après, même si tu arrêtes à ce moment-là, à 20 ans, tout ce que tu as vécu avant, je t'ai parlé à 12 ans, tu arrives, tu es vite responsabilisé. En fait, moi, le jour où j'ai un enfant, bah, c'est ce que je souhaite qu'il ait plus ou moins ce parcours-là de responsabilité, parce que quand tu sors d'une expérience comme ça à 20 ans, Tu grandis vite. tu grandis vite, et puis quand tu arrives dans le milieu du business, tu sais déjà des points importants. Tu as des armes parce que tu as fait partie d'une équipe. Puis une équipe de hockey, mine de rien, bah, c'est déjà C'est un microcosme. du management. C'est déjà, tu vois, tu as des leaders. Tu avais le rôle de capitaine ou d'assistant, donc tu as un certain, on va dire, rôle particulier qui doit montrer l'exemple, qui doit tirer les autres, qui doit faire le lien avec l'entraîneur. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu as appris avec toi pour la suite. Ouais, c'est toutes des choses que tu prends. Ouais, et puis que, en fait, c'est toutes des skills que tu as appris dans le monde du sport, qui dans le monde du professionnel, tu te rends compte que les gens qui n'ont pas vécu ce que tu as fait toi, il y a des gaps, en fait, il y a des choses qui comprennent pas, mais sans jugement, rien. Je pense qu'il y a des choses, on a chacun notre parcours, chacun nos qualités, nos défauts, et puis là, tu arrives avec des défauts, mais avec d'autres qualités aussi. Complètement. Et si je reviens sur l'arrêt, donc tu prends ton équipement, tu le mets à la cave, tu ranges tes cannes. Oui, qu'est-ce qui se passe là? C'est le trou, enfin c'est le manque, tu vois, il y a une absence quand même, parce qu'à un moment donné, ta vie est rythmée, tu as un agenda avec les entraînements, les matchs, enfin t'es réglé par des calendriers. Et là, tout d'un coup, paf, plus rien. Ouais, alors j'arrête le hockey, mais j'ai commencé le football. Ok. Je suis un grand fan de foot quand j'étais petit, mais bref, à un niveau amateur, si tu veux, pour le plaisir. Mais je fais quand même 3-4 saisons dans le football avec. Tout de suite après le hockey, tout de suite après, tu as mis derrière, oui, on va faire une autre activité, un autre sport. Oui, parce que quand tu grandis depuis tout petit, où tu as été habitué à du sport intensif, en tout cas pour ma part, c'était impossible que j'arrête un sport puis que je n'arrête complètement. En fait, donc j'ai repris pour le plaisir à faire du football. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur à l'époque. Donc j'ai fait quelques années après le football, du foot. Ça m'a permis de commencer aussi ma vie professionnelle, de faire mes armes un peu dans le monde du business. Parce que moi, ce qui était important en arrêtant le hockey aussi, c'était d'être complètement indépendant. Oui, au niveau financier, oui. Tu vois, à 20 ans, tu as été à l'école, tu n'as pas encore ton salaire et tout. Pour moi, c'était important de dégager ma charge vis-à-vis de mes parents, si tu veux. C'était lié au fait que, tiens, je fais du hockey, on me soutient, donc c'est normal. Et puis après, du moment où je fais plus de hockey, j'ai plus de raison de demander de soutien. C'est surtout une question d'âge et aussi une question personnelle. C'est surtout une question personnelle parce que ça fait partie de mon caractère, si tu veux. C'est que moi, je pars du principe que mes parents, ils m'ont tout donné durant cette période, durant ma jeunesse. Le hockey, tu sais que c'est un sport qui coûte cher. Oui. Jusqu'au jour où moi, j'ai eu la chance d'être très vite intégré dans l'équipe première qui permettait d'avoir un budget chaque année. Moi, j'ai le matériel, parce que c'est quelque chose qui coûte cher. Bien sûr, ouais. Et du coup, en fait, à 20 ans, moi, j'avais cette conscience de me dire, écoute, ils ont assez payé, et maintenant, tu t'affrontes la vie toi-même, tu te démerdes, si j'ose. Oui, bien sûr, tu oses. Et donc foot, plus de hockey, tu pars sur le foot. Il y a une petite dépression, il y a une petite mort, un petit peu comme ça, de se dire, tiens, j'ai laissé quand même un pan de ma vie derrière moi avec ma carrière de hockey. Ouais, je pense qu'à un moment donné, tu avais peut-être des posters dans la chambre de hockeyeur où tu avais des stars que tu suivais. Enfin, il y avait des espoirs, enfin des rêves quand on est jeune. Est-ce qu'il y a un moment donné, cet arrêt qui marque quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu prends un petit peu le recul par rapport à ça ou paf, t'enchaînes le foot, le professionnel et tu te rends compte de rien? C'est exactement ce qui s'est passé. Okay. La dernière chose que tu as dit, c'est ça. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui était plutôt à regarder vers l'avant, plutôt qu'à... Alors, c'est clair, de se remémorer des bons moments, c'est toujours une bonne chose. Mais je pense que dans la vie, de manière générale, tu dois toujours regarder devant, avancer. Tu peux t'arrêter pour faire un peu comment dire, un bilan, une situation. Ouais, tu fais un bilan de ta vie avant aujourd'hui, avant le présent. Mais ça doit vraiment être, pour moi, limité. Okay. Pour qu'après, tu puisses prendre les choses que tu as fait juste, que tu as fait moins juste ou faux, et pour avancer. Alors, tu dois toujours... Enfin, moi, ça fait partie de ma personnalité, c'est comme ça. Donc, non, je n'ai pas ressenti de regrets, de remords, où je me suis posé en train de réfléchir à ma vie passée pendant
pendant X temps. C'était Même maintenant, quelques années plus tard, tu te dis pas, tiens, si j'avais fait ça, j'aurais peut-être dû faire ça, dû partir là, ou je sais pas, répondre oui à ce club, ou un truc comme ça. Non, moi je pense que la vie, elle te met toujours là où tu dois être. Ouais. Et que c'est toi qui t'es maître de ta propre vie, c'est toi qui dirige où c'est que tu vas, puis il y a pas de coïncidence pour moi. Chaque événement arrive parce qu'il doit arriver. Ouais. Jusqu'au fait que tu as repris le hockey, mais ça, non, c'est ça. Exactement, tu vois. Non, mais tu vois, j'ai mon meilleur ami qui lui, n'a jamais arrêté le hockey. Il y a son grand frère qui a repris, et puis dans cette équipe, je connais quelques personnes aussi, puis on est une bonne équipe. Ouais. Ouais, puis il y a une année et demie, ben, j'ai été remettre les patins à l'entraînement Ok. pour le plaisir. Ça m'a redonné. Ce que ça fait, ouais. Ouais, puis tu sais, le hockey, c'est très technique. Enfin, le patinage, Il y a plein de facteurs entre la canne, le de lame, la canne, les adversaires autour, absolument. le bac au milieu, ouais. Ok. Donc c'est clair qu'au début, je t'avoue que j'ai appréhendé un peu ce premier entraînement après 12 ans ou 13 ans d'arrêt complet, quoi. Et t'appréhendes un peu. Je me suis étonné moi-même, le fait d'appréhender. Ouais. Et je suis arrivé, puis en fait, tu fais 2-3 entraînements, puis C'est reparti, quoi. Alors, on s'entend, hein. Ah, mais c'est le niveau, la solidité de main, tout ça a changé, on est d'accord. Et puis, pour d'autres, pour d'autres raisons, d'autres objectifs, quoi. Mais même, tu remarques qu'il y a des choses qui sont restées, puis que ça se passe pas trop mal pour finir, tu vois. Donc, du coup, ben oui, je fais partie d'une équipe, et je fais vraiment pour le plaisir, en 3e ligue avec Sion 2. Et on a une équipe géniale. Et t'as pas pensé à un moment donné à transmettre ce que tu as appris, ce que tu as pu faire dans ta carrière à des plus jeunes en les entraînant, en les accompagnant? C'est des choses qui te sont passées par la tête ou pas du tout? Écoute, pas du tout, non. Et puis, non, puis même avec les plus jeunes de mon... Après, je fais partie d'une équipe où les jeunes de notre équipe, c'est pas genre, tu as le potentiel pour aller plus haut. Oui. Souvent, c'est juste pour le plaisir. Donc, on va rarement discuter de l'aspect mental, de performance, parce que c'est un niveau où tu vas faire ton padel le dimanche, quoi. Oui. Oui, ça c'est ouais, je comprends. Ouais. Mais toi, tu n'as jamais eu cette ambition d'entraîner des plus jeunes ou de se dire, OK, je vais prendre une équipe de U9, U10, U11, et pas te dire, tiens, je vais les accompagner, je vais les entraîner. Ouais, alors non, c'est pas, puis même, c'est quelque chose de transmettre, c'est quelque chose qui me plaît énormément, quoi. Mais non, je pense pas que je vois ça non plus. Peut-être qu'à ton enfant, peut-être un jour. Ouais, ah, bah certainement. Si ça évoque ou si ça éveille quelques envies. Magnifique, merci pour ce partage en lien avec cette première partie de ta vie, si j'ose dire. Elle est courte ta vie encore pour l'instant, tu es jeune, mais il y a une deuxième partie derrière qui enchaîne, qui est plus orientée professionnellement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as géré un petit peu après ton école de commerce? Donc tu es diplômé, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis diplômé, puis à l'époque, j'avais mon papa qui était indépendant, qui importait du café, qui était personnel trainer en même temps, qui faisait des études d'architecte. Enfin, mon papa, c'est quelqu'un qui est couteau suisse, italien. Ouais, puis un exemple, quoi. Quelqu'un qui a fait son diplôme d'architecte à 45 ans. Enfin, il a toujours voulu faire ce qu'il a suivi son instinct, ce qu'il voulait faire, et il a toujours réussi à faire. Il n'est jamais resté dans un seul métier, et puis dès qu'il voyait qu'il avait moins la flamme, il se retournait vers quelque chose. Il a toujours été un couteau suisse, comme tu l'es, quoi. Un couteau italien pour le coup. Exactement. Et puis du coup, ça t'a donné quoi? Envie de... tu l'as rejoint, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ouais, le début, en fait, tu sors de l'école de com, tu as beaucoup d'employés de com qui sortent des écoles aujourd'hui, donc je trouve pas tout de suite du travail. Et du coup, je livre pour lui du café parce que lui, il apportait du café pour la restauration, pour les professionnels. Ouais. Du coup, je chargeais mes kilos de café, j'allais livrer dans les différents restaurants, puis j'ai fait ça quelques mois. Ouais. Pour lui, quoi. Puis mais vraiment l'objectif à ce moment-là, c'était de trouver un job, peu importe le PL, pour pouvoir être indépendant financièrement parlant. Je comprends. Voilà. Puis après, j'atterris dans une boîte de transport au début, où je fais une année, où c'était rude. Parce que tu vois, je t'expliquais avant l'école de com, où tu as l'école que le matin. Pendant 5 ans. Oui, parce qu'à la base, tu prends des habitudes. Tu prends des habitudes. Ouais. Donc pendant 5 ans, j'étais habitué à travailler le matin, parce qu'on parle d'école. Oui, bien sûr. Et puis à t'entraîner ou ne rien faire l'après-midi. Parce qu'en plus de ça, j'avais un peu de facilité à l'école, donc j'avais pas trop besoin de travailler en dehors l'après-midi. Ouais. Du coup, tu t'habitues à cette vie. Puis quand tu arrives dans le monde du travail, et puis qu'après 6 mois, tu te retrouves avec 70 heures sub dans une société où tu as de transport, je gérais des transports Italie-Suisse, avec 6 chauffeurs à ma charge. Ouais.
Responsabilité. Responsabilité directe. Donc ça, c'était vraiment bien pour ça. Puis c'était une magnifique première expérience. Mais là, tu te rends compte que, wow, Ça c'est change ça le monde professionnel. Alors, ça change de rythme. Mais ça, c'est un message assez précieux que tu donnes aussi à tous ces jeunes espoirs qui sont tous dans des filières de performance, pour avancer avec potentiel de carrière. Bah, on le sait, hein, ils ne vont pas tous y arriver. Oui. Il y a des filières de sport-études, des filières d'études à distance et autres. Donc, c'est aussi important de savoir que le rythme, il est important. Et il faut l'affronter. À un moment donné, il va peut-être changer, se modifier, et il faut peut-être l'anticiper et se préparer un petit peu à ça. Oui, absolument. Ouais. Donc, tu nous expliquais justement qu'il y a ce rythme de travail que tu prends avec ce poste dans les transports. Tu y restes combien de temps et qu'est-ce qui se passe après? Je fais une année. Et puis après, j'ai juste eu... donc, j'en pouvais plus, en fait. Enfin, c'était trop... C'était rude. C'était bien. Comme première expérience, par contre, je pense que c'était une bonne chose que je vive ça, pour avoir vraiment la coupure, tu sais, entre ce que je vivais avant. Ça, c'est après coup que tu peux le Et dire. l'entrée, oui, c'est après coup, ouais. Donc, je fais une année dans cette société, puis après, je pars 2 mois, mais je vais bosser à Chavornay, toujours dans une entreprise de transport. Meilleures conditions, travail un peu plus... Relax. Ouais, enfin, relax. Tu bosses quand même, mais... Oui, bien sûr. Ouais. Des heures de boulot, enfin, tout est normal, il n'y a pas d'heures sup, ça se passe bien, mais sauf que c'est à Chavornay. Donc, Tu dois déplacer. ouais. Donc j'étais encore en période d'essai, si tu veux, où chaque matin, je me levais à 5h du mat pour rentrer à 8h le soir, plus ou moins c'est ça. Donc après 2 mois, je me suis dit, mais de nouveau, c'est long terme. Ouais, c'est pas une vie, quoi. Ouais, Je veux dire, tu pars à 5h, tu rentres à 8h tous les soirs de semaine. Oui, t'as le week-end, mais pas la semaine. Et puis du coup, je fais 2 mois, et puis j'ai eu l'opportunité de remplacer une personne que je connaissais dans une boîte de mobilier. Ouais. J'arrive donc en tant qu'employé de com, hein, je suis à l'administration, et puis je fais 13 ans dans cette société. Excellent. Où je passe un peu par tous les postes, quoi. J'avais autant touché de la livraison que de l'administration. Après 4 ans, je crois, je suis passé en tant que commercial. Ok. Parce que j'avais eu cette envie je me voyais plus à un certain moment. Dans back office. Ouais, continuer à être devant un ordinateur, pour moi, c'était plus fait pour moi. Ouais, J'avais besoin de me challenger. Moi, chaque temps dans ma vie, j'ai un besoin de challenge, si tu veux. J'ai besoin de ce challenge, donc je sors, je deviens commercial. Donc, tu as tous les facteurs, tu as tous les avantages et les inconvénients d'un commercial, si tu veux. Donc, tu as la pression d'un chiffre d'affaires, c'est clair que tu as plus de liberté que quelqu'un qui travaille au back-office. Ouais. Mais de l'autre côté, tu as vraiment des comptes à rendre. Il y a de la pression. Hein. Ouais, tu as la pression, tu as des comptes à rendre. En plus, c'est une société familiale, donc c'est pas une grosse... Ouais, c'est pas une grosse droite et internationale. Ouais. Donc, bien même, tu devrais aussi pouvoir... Bien sûr. Mais chaque projet compte, est discuté. Donc, c'était vraiment une super expérience de ce côté-là. Et puis je prends confiance en moi. Et puis après... On y revient à la confiance. On y revient toujours, ouais. On y revient à la confiance. Toujours, ouais. Donc, il y a eu une période où c'était aussi exploratoire, où tu as dû aussi faire tes premières armes dans la vente. Ouais, mais là, la confiance aussi, on peut faire un petit parallèle avec ce que tu as vécu quand tu faisais du hockey. Elle n'est pas tout de suite là et tu te sens pas tout de suite à l'aise. Puis elle se construit au fur et à mesure. Bah là, ça m'a servi, tu sais, parce que je t'ai raconté l'anecdote de l'entraînement de hockey où je me fais charger, puis je descends, puis qu'on me dit bienvenue. Oui. Je me retrouve dans la situation où tu es commercial, et moi, je suis parti comme commercial, j'avais 0 portefeuille au début. Tu as dû tout construire. Ouais, puis c'était d'entente, en fait, avec mon ancien patron, que je devais me démerder, en fait. Et du coup, tu arrives et puis tu te ramasses des portes, quoi. Ouais. Voilà, des choses que tu ne connais pas. C'est le bienvenu presque 10 ans plus tard. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que c'était important ce que j'avais vécu avant avec le sport pour... L'échec. Voilà. Comment tu gères l'échec, comment tu appréhendes l'échec, et comment tu rebondis. Oui, puis toi, c'est quelque chose c'est une approche que tu as, je pense, avec tes sportifs, quoi, parce que l'échec, pour moi, il est souvent perçu comme négatif aujourd'hui. C'est ce que je retiens, en fait, de manière globale. Et pour moi, en fait, l'échec, c'est un apprentissage pour que tu deviennes meilleur à chaque fois. Sans l'échec, pour moi, tu n'as pas d'amélioration. Oui. Mais ça, c'est bien, tu le précises, et puis on voit que tu l'incarnes et que tu le ressens, parce que voilà, c'est des phrases qu'on entend souvent. J'ai dû shooter 10 000 fois en panier pour être le joueur que je suis. Oui. J'ai connu X échecs pour arriver là où j'en suis. Mais quand tu es dans ta carrière, quand tu es jeune, quand tu es sportif, tu n'as pas envie d'échouer. Franchement, ça t'embête. Ça t'emmerde d'échouer. Alors oui, tu vas entendre le coach qui va dire oui, mais il faut passer par là, c'est l'apprentissage. Apprends à échouer, tu seras meilleur. Mais c'est vrai, en fait. À la fin, toi, tu l'as vécu sportivement, tu le vis professionnellement. C'est vraiment un apprentissage. C'est dur ce moment. Quand tu es dans ta carrière, c'est dur. Toi, tu as du recul maintenant.
Donc, tu peux partager ça, mais c'est précieux, tu vois, de le partager puis de le dire sincèrement. Oui, il faut échouer, il faut être capable après de se remobiliser. Il faut pas vivre l'échec comme une fatalité, il faut en faire quelque chose. Moi, je dis toujours, il y a des émotions. On échoue, on loupe une course, on manque une manche, peu importe. On perd un match. Bien évidemment qu'on va avoir des émotions. On va ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse. Au contraire, hein, si on réussit, si on met, on va ressentir de la joie. Mais une fois que les émotions sont là, qu'on a posé un mot sur ces émotions, qu'on les a reconnues, il faut qu'on passe rapidement à quelque chose de plus rationnel, une analyse un peu plus, on va dire, tangible. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour corriger? Pour prendre cet apprentissage, le métaboliser et pour pouvoir passer au défi suivant, tu vois. Et toi, je pense qu'indirectement, c'est ce que tu fais. Tu te prends 2-3 portes quand tu vas vendre. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois changer mon approche? Et c'est un petit peu ça que tu vas faire, tu vois. Et c'est là que l'échec, il est précieux. C'est pas juste dire, ah, j'échoue et puis ben, c'est bien que j'échoue parce que je vais y arriver après. Non, il faut vraiment l'utiliser, le presser comme un citron, puis aller chercher tout ce que tu peux aller chercher d'échec. Et c'est un message que tu fais passer qui est précieux. Ouais. Puis nous, on parle de business et de sport. Hein. Moi, je veux dire, l'échec, il fait partie de la vie de tous les jours. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être l'échec, même la mort d'un proche, ça peut être un échec en soi, hein, dans la réflexion. Donc en fait, pour moi, l'important, c'est quand on vit tous des échecs, peu importe qui, voilà, que tu sois sportif, disons, dans le business, avec ta vie privée. Par contre, pour moi, l'important, c'est vraiment la force de remise en question, si tu veux. Ouais. Et puis ça se travaille, et je pense que c'est une approche que tu as. Et quand tu travailles sur la remise en question d'une personne, bah, tu arrives plus facilement à lire les messages qu'une expérience a voulu te donner. Que tu as apporté cette expérience. Ouais. Et que c'est ce que je dis, il faut en retirer quelque chose. Il faut que tu puisses être meilleur la prochaine fois. Donc c'est ça, analyser un petit peu ce qui s'est passé sur le point de vue sportif. Ben, c'est exactement ça. C'est vraiment d'aller chercher les causes, les raisons, mais de manière, tu vois, assez froide. Oui, sortir un petit peu de l'émotionnel, parce que c'est vite arrivé de dire je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, pourquoi les autres ils arrivent. Enfin, c'est des choses que moi j'entends avec les athlètes. Mais si tu vas gratter un petit peu plus loin, c'est OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu peux me donner des raisons tangibles. Qu'est-ce qu'on met en place pour corriger? Et puis là, après, on peut construire, on peut avancer. Et toi, donc, bah voilà, tu vis aussi des échecs. Je pense que tu vis plein de succès également. Tu restes quoi? Tu as dit 12 ans, 13 ans dans la même entreprise? Ouais, 16 ans dans la même entreprise. Ouais. Ok, tu arrives un petit peu à un moment donné, comme tu l'as dit, où tu souhaites, t'aimes bien être devant des challenges et des défis. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Tu te dis, tiens, il faut que je change, ou comment ça se passe un petit peu aussi? Alors, la période là, donc en post-Covid, en 2021, je fais un gros burn-out. Ok. Dû à plein de facteurs, hein, pas seulement business, mais tout, je pense. Tu peux partager un petit peu, ça te dérange pas? Ça me dérange pas. Non. Non, parce que je pense que c'est des choses que beaucoup de personnes peuvent vivre. Et c'est un peu tabou, tu sais, de parler de ce genre de choses-là. Et puis moi, aujourd'hui, je suis au clair avec ça. Puis je pense qu'au contraire, il faut en parler. Oui. Puis même, tu as des personnes qui se disent « Ah, mais moi, j'ai vécu la même chose, ça m'intéresse. Ouais. » Puis même d'échanger de ça, d'entendre que quelqu'un a vécu ça, ça te rassure toi-même quand ça fait du bien. Hein, après. Et du coup, 2021, je fais un burn-out. Donc là, grosse remise en question, si tu veux, de base. Parce que là, je voulais attaquer un papier. Je voulais me former, en fait, à ce moment-là de ma vie. Et puis, tu sais, je regardais des papiers sur le management, sur les finances, sur des brevets, tout ce que tu pouvais faire dans le milieu du business, puis de ce que je faisais moi. Tout ça pour dans ton travail aussi. Exactement, pour me former, puis pour passer un step en plus, si tu veux, même apporter dans la société dans laquelle j'étais. Et puis, en fin de compte, je lisais, en fait, ces brevets, ces formations, puis je dis, mais c'est pas moi. OK. Qu'est-ce que... En fait, là, je suis un... Tu te montais un peu, là. Je montais, ouais. Je me montais, clairement. Ouais. Ça, c'est bien, de faire un papier, d'avancer. Oui, exactement. Puis j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, tu le fais plus pour les autres que pour toi-même, quoi. Ouais. Tu sais, t'es dans cette route-là, on te dit, voilà, tu vas faire ça, dans 5 ans, tu seras là, etc. Puis tu te formates toi-même, en fait. Donc, tu commences à te monter... C'est mon cas, hein, bien sûr. J'ai commencé à me mentir à moi-même, puis j'ai dit, non, mais cette année, alors... J'ai envie de faire une formation, mais vu que j'ai fait un gros burn-out puis que je sortais de là, j'ai envie de faire une formation pour moi. Oui. Juste par passion. Oui. Tu vois? Donc, du coup, je me suis dit, mais Mathia, mais c'est quoi ce que tu as envie de faire? C'est quoi qui te passionne dans la vie? Puis moi, comme je t'ai dit avant, moi, j'ai un père personnel trainer depuis petit. Puis moi, le corps humain, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, quoi. Je comprends. Mais dans sa globalité, si tu veux, mentalement, au niveau physique, alimentation... Ouais. Donc, c'est pour ça que j'attaque un diplôme de nutritionniste. OK. Une formation nutritionniste qui dure 1 année et demie. Mais je le fais vraiment par passion à ce moment-là. Je dis, j'avais besoin
de quelque chose Différent. de différent. Ouais. Une autre approche. Mais là, tu t'es fait traiter en termes psychologiques par rapport à ton burn-out. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, si on revient là-dessus, en fait, j'ai voulu m'en sortir de manière naturelle. Je voulais pas faire appel à des antidépresseurs à ce moment-là, alors qu'on m'en avait prescrit. Et c'est pas comme moi, en fait, dans ma tête, à partir du moment où j'allais prendre des antidépresseurs, J'étais malade. exactement, ma tête, en fait, elle me laissait pas. C'est comme pour moi, avant de faire ça, démerde-toi. Tu sais, le côté indépendant, Tu sais, responsabilité. exactement. Donc pour moi, je le voyais un peu, si j'allais tomber là-dedans, c'était un peu comme un échec. Mais après coup, en fait, j'avais même des personnes de ma famille qui travaillaient dans le milieu médical. En fait, c'est une béquille, si tu veux, et à un certain moment de ta vie où tu peux en avoir besoin. Mais moi, j'ai réagi comme ça. Et du coup, j'ai appris à faire de la méditation, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les énergies, j'ai été voir des gourous, T'as exploré. J'ai exploré, ouais, j'ai Tu fait voulais des t'en missions. sortir, mais t'as exploré Absolument. une autre piste, qu'on va dire la piste purement médicalisée en quelque sorte. Ouais. Alors là, il n'y a pas du tout de message qu'on veut faire passer à qui que ce Non, soit, c'est juste absolument. partager ton expérience. Oui. Le plus important, c'est que tu as réussi finalement à te reprendre. Oui. Le sport, à ce moment-là, il t'a pas aidé ou tu l'as mis de côté? Comment un petit peu dans cette période-là, c'était quoi un petit peu ton rapport au sport? Oui, alors cette période-là, en fait, j'avais complètement arrêté le sport. Ouais. Donc on sait tous les bienfaits du sport sur Bien sûr, l'aspect bien mental. Et puis en plus de ça, je mangeais pas bien. Il faut savoir qu'à cette période-là, donc avant que j'attaque mon diplôme de nutritionniste, je faisais 105 kilos. Ok, ouais, donc Donc il y avait une dernière. On revient sur le côté commercial où tu manges souvent au restaurant, tu vas souvent aux apéros. exactement. On fait les contrats signés, etc. Ouais. L'hygiène de vie, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi, hein. D'ailleurs, c'est un métier où tu dois savoir te structurer, ouais. équilibrer. Ouais, aussi physiquement, équilibrer. Oui. Et du coup, je suis dans une phase où il y a pas grand-chose qui va dans ce côté-là, tu vois. Je comprends. L'hygiène de vie, c'est des pas- équilibres en tout cas. Là. Oui. Ouais. Et je pense qu'on n'a rien sans rien, quoi. C'est aussi cette hygiène de vie qui a été déclencheur Ouais, ça a basculé de ce burn-out. Ouais, je comprends. Ouais, aujourd'hui, je suis convaincu. Puis tu vois, du coup, je fais ce diplôme et puis je m'intéresse, puis ça me fait vraiment du bien. Puis puis tu sais, ça met quelques semaines, quelques mois où tu sors pas comme ça, d'une situation comme ça de vie. Ouais. Tu te remets en question, tu réfléchis à beaucoup de choses, tu broyes du noir beaucoup. Ouais, je comprends. En fait, tu perds. Là, tu demandes de l'aide ou t'arrives même pas, t'es un peu enfermé, t'oses pas, t'as pas envie. Alors moi, à cette époque-là, et c'est rien contre les personnes qui t'entourent, mais quand tu vis un burn-out, souvent c'est pas compris par ton entourage. Ouais. Déjà, on ne met pas de mots directement dessus. Enfin, c'est un peu pas de maladie, c'est un peu insidieux comme ça. Et puis, Ouais. ok, donc là, toi, tu t'es senti un peu seul. Oui, en fait, le burn-out aujourd'hui, en tout cas dans notre région, puis les personnes qui nous entourent, c'est un signe de faiblesse, Oui. de ce que je peux en retirer. Oui. C'est souvent ce que comme tu ça, entends, et puis comme c'est perçu. Alors que pas du tout. En fait, tu peux être, ça te tombe dessus. Oui, tu peux alors avoir pas. Ouais, regarde, on a des exemples. Moi, je peux faire le parallèle dans le sport. Hein. Oui, Simone Biles, je vais dire, on a un très très bon exemple. Alors, encore une fois, on n'est pas sur la partie médicale et absolument. diagnostic, burn-out ou pas burn-out, mais à un moment donné, elle a quand même mentalement lâché. Oui, Elle s'est effondrée complètement et elle en a parlé. oui. Et ça, c'est hyper intéressant comme tu le fais aujourd'hui, donc de pouvoir partager ça. Et c'est vrai qu'on voit toujours un petit peu cet aveu de faiblesse. Je prends récemment, c'est Iga Swiatek qui fait du tennis, qui a perdu, je crois, en 8e de l'US Open. Et le journaliste lui dit, mais vous êtes fatigué mentalement, tu n'as pas à faire une pause. Puis là, elle dit, mais non, mais je suis pas fatigué mentalement, pourquoi elle me dit ça? Enfin, on voit qu'il y a tout un aspect santé mentale qui gravite autour aussi des athlètes. Comme tu dis, faut se faire entourer, faut se faire aider, accompagner. Tout le monde ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de l'athlète ou autour de la personne. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer. C'est des périodes aussi qui peuvent arriver. C'est un moment d'une vie. C'est des conditions qui font que ça arrive. Et ouais, c'est vu aujourd'hui comme un aveu de faiblesse. Mais on voit Simone Biles, elle s'est reconstruite derrière. Et puis, elle arrive à faire des médailles aux Olympiques. Alors oui, elle est entourée, vous allez me dire, c'est une Américaine, etc. Ouais. Mais c'est important de voir qu'on peut remonter, qu'on peut traverser, que c'est des périodes qui sont là. T'en es la preuve aussi vivante. Oui, Parce absolument. que t'enchaînes derrière, finalement, et puis tu te reconstruis. Oui, je me reconstruis. Donc, je fais mon diplôme de nutritionniste. À la base, c'était comme je t'ai dit, par passion. J'envisageais pas en faire un métier. Ouais, tu verras. Et puis du coup, je fais encore quelques années dans la boîte de mobilier. Puis au bout d'un moment, voilà,
c'est comme dans un couple, quoi. T'as des choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui jouent pas d'un côté et de l'autre et tout, puis tu décides de te séparer, tout simplement, tu vois. Bien sûr, ouais. Et du coup, je quitte ces sociétés après 13 ans, sans savoir ce que j'allais faire encore. Et puis, je me dis, mais je vais me tourner vers ma passion, quoi. Et puis, ma passion du corps humain, elle s'est transformée en société que j'ai ouverte, qui s'appelle Kancha. Ouais. On Voilà, va en parler là maintenant de Concha. C'est le moment Concha. c'est le moment Kancha. Ouais. Explique-nous alors le processus, c'est comment ça se passe. Alors, avant d'arriver là, pourquoi je me suis lancé en tant qu'indépendant? Parce que enfin, c'est un gros challenge de se Bien lancer en indépendant. Voilà, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où j'ai eu ce défi-là. Ouais. Et ce défi-là, il est arrivé, tu vois, on a parlé de burn-out. Donc, c'est ce burn-out qui m'a permis de me recentrer sur moi puis de faire ce diplôme de nutritionniste. Ouais. Droit derrière, j'ai ma maman qui tombe gravement malade. Ok. Et comme on parlait avant d'échec et ça, tu vois, c'est dans une situation négative de vie, un échec ou ça, tu peux soit faire le Calimero puis te dire ah mais j'ai pas de chance, il y a tout qui me tombe dessus, etc. Ou soit tu dis mais je vais prendre ça comme expérience pour rebondir. Complètement. Et c'est ce qui s'est passé parce que c'est en fait mon papa qui m'a donné cette passion du corps humain, de nutrition, d'alimentation. Puis c'est ma maman qui m'a donné l'input pour me lancer. D'accord. Ouais. Suite à sa maladie, un petit peu. Et puis c'est même pas on n'a même pas eu de discussion. Ouais, je comprends. Ça s'est fait un peu naturellement. C'est à l'intérieur de moi, si tu veux, que la chose elle s'est faite naturellement. Et du coup, je dis let's go, on va tenter. J'ai 33 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Donc c'est vrai que ça peut peser dans une balance quand tu te lances en tant qu'indépendant, ce qui est normal. Puis moi, j'ai dit, écoute, j'ai rien à perdre, je me lance. J'essaie de monter mon projet, ma boîte, et du coup, je crée Kancha. Ouais. Kancha. Nous alors ce qu'est Kancha et qu'est-ce que tu fais avec Kancha? Alors, Kancha, ça veut dire gratitude en japonais. Voilà, pour moi, c'était important de trouver un mot un peu universel parce que je touche tout le territoire national, en Suisse, avec même la partie suisse-allemande et puis italienne. Oui. Donc, pour moi, c'est important d'avoir un nom universel, mais qui reflétait aussi une de mes valeurs. Je comprends. Puis la gratitude en fait partie, quoi. Oui, je comprends. Comme je te disais avant, dans des situations négatives, voir toujours ce qu'il y a de bon, tu vois, dans une situation, parce qu'il y en a toujours. Et du coup, je lance Kancha. Puis Kancha, en fait, c'est des conseils en nutrition, des compléments alimentaires naturels et produits naturels, parce que j'ai également du matcha. Oui. Mais surtout pour la santé. Et pour prendre soin de soi, en fin de compte, parce que c'est mon leitmotiv, tu vois, un leitmotiv. Ouais. Complètement. L'idée, c'est d'avoir fait des compléments alimentaires et des produits dédiés à la santé. C'est plus dans l'optique aussi de sensibiliser les gens à faire attention à leur hygiène de vie générale. Oui. Voilà, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand même, tu sais, avec cet aspect alimentation, avec... Oui, il y a beaucoup de bruit autour de l'alimentation. Enfin, quand tu dis bruit, c'est beaucoup brouillé le message. On entend vraiment beaucoup de choses autour de l'alimentation. Moi, je fais une petite parenthèse sur les sportifs que j'accompagne. C'est un pilier essentiel, l'alimentation. Et moi, je suis effaré de voir combien d'athlètes ne sont pas suivis, arrivent à aller dans des kiosques ou dans des stations-service pour se restaurer avant une course ou durant un camp. Et ça, c'est un message que tu fais bien de faire passer aussi, c'est de l'importance de cette alimentation. Bien évidemment, pour monsieur et madame, tout le monde, ça c'est sûr. Mais moi, si je pars sur le côté des athlètes, pour les athlètes aussi, de se faire accompagner par des professionnels, d'être curieux, de s'intéresser, d'explorer. Et ça, je pense que c'est un point qui est essentiel. Kancha, finalement, parle un petit peu maintenant peut-être aux entrepreneurs qui veulent se lancer. Comment ça se passe? Comment ça marche au début? T'as une page blanche en quelque sorte. Ça, c'est méga important parce que après, j'ai lancé ça au 1er juillet, donc ça fait pas très longtemps. J'ai pas assez d'expérience pour commencer à donner des conseils, etc. Tu vois, mais moi, t'es gardé un bas. Au moins, je suis produits sont là, on va en parler après, mais je veux dire, t'as lancé. Donc, comment ça se passe, ce lancement? Quand tu te lances, alors moi, je sors d'une société où j'ai fait de la vente, où je me suis occupé un peu de management, de direction, si tu veux. Mais tu sors de là, puis en fait, tu connais pas grand-chose. Tant que tu n'es pas dedans, tu connais pas grand-chose. Donc, c'est soit tu commences à réfléchir à ce qu'il faut mettre en place pour devenir entrepreneur. Donc, tu dois faire un business plan, tu dois calculer ta rentabilité, tu dois faire un produit, tu dois faire une étude de marché pour voir si ton produit peut fonctionner. Ouais. Et en fait, tu as tout ça. Puis si tu fais le listing de tout ce que tu dois faire pour te lancer, tu ne te lances jamais. Ouais. Donc, tu regardes la montagne et tu dis, je vais jamais, elle est beaucoup trop grande et je vais jamais avoir le courage. Mais ça, c'est comme des ambitions de carrière. Quand on regarde le défi en face de soi qui est gigantesque, puis après, on peut découper en étapes. La seule chose que je peux donner, la chose qui va aider, c'est qu'au début, tu as une idée.
Tu as une idée qui te passionne, tu as envie de te lancer dans un business, peu importe, si tu veux, tu as vraiment quelque chose qui te passionne. Tu dis, OK, j'ai trouvé ma voie, j'ai envie de faire ça. Avant de te lancer, ce que je conseille toujours, c'est de faire un calcul de rentabilité. Tu te projettes, en fait. Oui. Avant de dire, j'ai tel produit, j'ai tel, tu dis, OK, là... Ça tient la route, quoi. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que si je pars dans ce métier en faisant une projection, voilà, il faudrait que j'ai tant de clients par jour, par mois, pour me dégager tant de salaire à la fin du mois, si tu veux. Bien sûr. Donc pour moi, c'est la seule phase. Puis au moment donné où tu as l'idée, puis que tu sais que Ça peut fonctionner. potentiellement ça peut... Tu vois, si je vendais, je sais pas moi, des chewing-gums à 3 balles, bah, tu vois le nombre de chewing-gums que je dois vendre par jour Ouais, bien sûr. pour me sortir un salaire convenable Bien à la sûr. fin du mois, tu vois. Ouais. Donc c'est clair que j'ai l'idée, j'adore les chewing-gums, j'ai envie de vendre ça, je fais un parallèle. Hein, Oui, après, tu as posé rationnellement les choses sur la table et puis te dire, OK, est-ce que je peux rationnellement, décemment Oui. avancer et vivre de ça, quoi. Absolument, ouais, c'est ça. Et du coup, d'une fois que tu as les deux, tu as la passion, tu as quelque chose qui te... tu as la flamme en toi, Ouais. puis tu sais que ça peut être rentable, pas c'est rentable, parce que c'est jamais rentable au début. Ça peut être rentable, bah là tu dis OK, on y va, puis step by step. Tu te fais bien entourer au niveau des assurances, pour la constitution d'une société, pour le côté comptable, enfin tu essayes de bien t'entourer et puis d'avancer step by step. Et de toute façon, tu peux rien prévoir. Tu arrives à un moment donné, tu dis, j'ai oublié de penser à ça. Ouais, bien sûr. Hein. Et tu sais, c'est un Construire au fur et apprentissage. à mesure. Donc là aussi, la carrière que tu as eue, les expériences que tu as eues en tant qu'athlète, elles t'amènent aussi à avoir cette flexibilité, cette faculté de rebondir rapidement, d'orienter, de faire face à la difficulté, à l'échec. Et ça t'aide aujourd'hui. Absolument, ouais. C'est ça. En fait, tout, si tu vois, ma manière de parler, elle est toujours la même en fonction des périodes de vie que je vis. Oui. Tu vois, il y a quand même quelque chose de... Ouais, c'est vraiment dans les valeurs, les principes de base qui m'accompagnent toujours, en fait. Je comprends. Peu importe l'expérience que je vis, que je me lance en indépendant, que je sois vendeur, peu importe, en fait. C'est des valeurs et les principes qui se construisent aussi avec l'appui seulement d'un mental coach, tu vois, alors des soutiens, tu vois. Oui, c'est vrai que les valeurs, c'est aussi des éléments sur lesquels on échange avec les athlètes, hein, complètement. C'est important qu'en termes d'alignement, que les valeurs soient bien installées. On arrive à ces beaux produits, finalement. On va regarder ce que tu as fait. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, finalement, des gammes ou de la gamme? Tu veux nous en dire quelques mots? Comment tu fais? Avec qui tu travailles? Un petit peu pour savoir un peu qu'est-ce que tu as fait? Alors, pour moi, c'était important. Les compléments alimentaires dont j'ai été baigné depuis tout jeune, hein, dedans, entre les barres protéinées, les compléments, la vitamine C et j'en passe. Avec via mon papa. À la maison. La pasta, bien manger. Ben, bien sûr. Je suis épicurien aussi avant tout, quoi. J'aime bien manger. Mais non, à la base, c'était, comme j'ai dit avant, c'était vraiment pour sensibiliser les personnes à avoir une meilleure hygiène de vie. Et puis, ce qui était important pour moi, c'est de casser un peu cette connotation médicale qu'on peut avoir des compléments alimentaires. Parce que ce n'est pas un médicament. Certaines marques en font leur stratégie marketing, hein, d'avoir un peu le pilule qui ressemble à un médicament. Ouais. Mais ce ne sont pas des médicaments, c'est vraiment des actifs naturels. Pour moi, il y a 98% des produits qui sont utilisés là-dedans sont naturels. Puis 2%, en fait, c'est les gélules. Si tu veux, pour faire une gélule ou une capsule, il faut un procédé chimique pour la faire. Donc, c'est ça, en fait. C'est un faible pourcentage qui est un peu transformé, mais ça reste végétal. Ouais. Nécessaire, ouais. Mais ça reste végétal et naturel, si tu veux. Donc, voilà. Moi, j'ai 3 gammes aujourd'hui. Donc, tu as une gamme Balance qui est vraiment dédiée au bien-être. Ouais. J'ai les couleurs, là. C'est les couleurs vertes. Ah, c'est les verts, ouais. OK, ouais. Oui. C'est les vertes où là, je prends par exemple, on a le complexe énergie. Ouais. En fait, le complexe énergie, c'est un multivitamine et minéraux. OK. Comme tu peux en trouver avec toutes les vitamines du groupe B, de la vitamine C, des minéraux comme le fer, le magnésium, le manganèse, du phosphore. Enfin, ça, c'est vraiment un multivitamine et minéraux. Et comme son nom l'indique, pour un soutien pour baisse d'énergie, les bleus, période de tension. J'ai les bleus qui est la gamme Line. Ouais. C'est pour un accompagnement à la perte de poids, même si j'ai pas il y a des allégations qu'on peut dire ou pas ensuite, si tu veux, mais si tu veux, à la base la gamme Line ça devait être la gamme minceur, même si dedans c'est toujours des produits bien-être. Okay, ouais. Par exemple j'ai un produit qui s'appelle Flat Belly, qui veut dire ventre plat, oui. Mais en soi c'est vraiment le côté digestif, ballonnement, le confort digestif, si tu veux, c'est vraiment dédié à ça, avec du fenouil dedans, du fenouil grec et du chrome, donc c'est vraiment des actifs qui sont sélectionnés. Et puis après, j'ai la gamme rose, qui est la gamme beauty, donc un peu plus tournée esthétique. Ouais, collagène. Mais pas que, parce que le collagène, il est aussi réputé pour... Donc le collagène, c'est... pour faire une aparté, le collagène, c'est une protéine. Ça, c'est intéressant parce que j'ai pas mal de sportifs qui m'en parlent. Oui. Donc fais un petit arrêt sur le collagène.
Oui, Si tu as un petit angle sport, ben vas-y, fais-le. Et puis, ouais, ça m'intéresse. Alors, le collagène, si tu veux, pour parler vulgairement du produit pour que tout le monde comprenne, le collagène, c'est une protéine qu'on produit naturellement dans notre corps. On la produit quand on est jeune, et puis plus les années passent, moins on la produit, cette protéine. Et puis, elle est hyper importante, si tu veux, pour l'anti-vieillissement cellulaire, général, si tu veux. Et puis, à côté de ça aussi, pour le confort articulaire. Donc, on l'utilise Un peu principalement. cet angle-là. C'est l'angle-là. Qui Ouais. va aller chercher. Le collagène va servir à ça, si tu veux. Ouais. Voilà, sur le plan articulaire, et puis sur le plan esthétique, anti-vieillissement cellulaire général, si tu veux. Et puis, ce qui est bien avec le collagène, c'est qu'aujourd'hui, il y a de fortes études qui existent, qui peuvent être consultées sur le collagène. Et en fait, mon collagène-là, comme pour tous les compléments, moi, je visais quand même une certaine qualité pour avoir la meilleure efficacité possible dans un complément alimentaire. Donc, le collagène-là, il est breveté. Il est formulé par Peptan, qui est un leader mondial de collagène, parce que c'est l'hydrolysate collagène marin, parce qu'il y a différentes formes de collagène. Donc j'ai visé la forme la plus assimilable par ton corps, si tu veux. Très bien. Voilà. Tu fais les choses bien. Ouais, vu que je suis quelqu'un d'anxieux à la base, le burn-out aussi, je suis quelqu'un d'anxieux, donc tu te raccroches en fait de le faire bien, correctement, on va te rassurer. Oui, puis même mon site que j'ai construit moi-même, j'ai vraiment voulu faire des choses à mon image, puis des choses qualitatives. Ouais, on mettra de toute façon les liens en description. Nous, on s'est aussi un petit peu rencontrés, connus, parce que moi aussi, j'avais pas mal d'athlètes aussi que je rencontrais un petit peu dans le besoin en termes de sérénité, de calme, de stress. Oui. Et puis, en regardant un petit peu les appuis qui existaient sur les compléments alimentaires, je me dis, tiens, je trouve pas quelque chose de très facile ou de très lisible pour un athlète. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose qui puisse amener un peu sérénité et concentration à l'athlète? Oui. Donc, je me suis entouré. Finalement, je suis allé voir un laboratoire qui m'a formulé une formule là, qu'on a nommée Get in the Flow, qui est dans l'objectif d'amener l'athlète à plus de sérénité et plus de concentration. Moi, je suis pas du tout du métier dans le milieu. Simplement, je trouvais qu'il y avait une carence de ce côté-là par rapport aux athlètes. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça ferait aussi du sens d'avoir quelque chose qui va les accompagner de ce côté-là, de faire une cure avant une compétition importante ou autre pour les amener dans cet état de concentration et de sérénité. Et c'est pour ça que ce produit Get in the Flow est né. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avant, c'est pas mon métier. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a échangé. Et moi, je te confie la vente finalement. Ce produit, c'est un peu ma volonté. Donc, j'ai travaillé avec un partenaire laboratoire de formulation et de fabrication, donc en Suisse, NutriCraft pour pas le citer. Merci à eux d'ailleurs. Et puis après, je me dis, moi, il me faut quelqu'un qui soit du métier, passionné, qui connaisse, et puis qui puisse avoir le meilleur discours possible et qui soit capable de vendre le produit. Alors, le but, c'est pas que moi je t'impose le produit, mais en arrivant avec des discussions qu'on a eues ensemble, c'est que ce produit aujourd'hui, vous allez le retrouver sur ton site. Oui. Donc, il a été imaginé par moi directement pour les athlètes que j'accompagne. Et on va le retrouver sur ton site. Déjà, je te remercie de l'accueil que tu lui fais. Et comme ça mettra aussi, et le but, c'est aussi que les athlètes, les personnes intéressées puissent aussi accéder à l'ensemble de ta gamme, parce que ça fait du sens de travailler avec des professionnels pour moi, et ça donne du sens d'avoir ces partenariats. Comme je travaille avec des préparateurs physiques, en étroite collaboration pour savoir comment les athlètes se sentent, il est important que je travaille aussi avec quelqu'un comme toi qui soit capable d'accompagner aussi les athlètes, que ce soit sur un conseil nutritionnel, que ce soit sur les compléments alimentaires. Et ça fait du sens. Et donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir pu échanger avec toi, d'avoir pu expliquer ton parcours, et on voit que toute cette logique, tout ce fil de parcours t'a amené jusqu'à Concha. Et bravo, parce que c'est vraiment un des super produits. Moi, je les utilise, donc maintenant en famille aussi, et c'est vraiment top de pouvoir avoir des gens comme toi qui se lancent, qui accompagnent monsieur et madame tout le monde, qui accompagnent aussi les sportifs. Et moi, je suis très heureux finalement de voir qu'on a pu s'entendre, de trouver ce partenariat avec ce produit. Et je crois qu'il y a un petit code promo sur ton site, si on mentionne quoi, et qu'est-ce que ça donne, ce code promo? Explique-nous. Alors, il y a, quand tu mets des articles dans le panier et que tu passes au moment du paiement, tu peux rentrer un code de réduction. Et le code de réduction All-In. Qui est la marque que moi j'ai créée pour accompagner les sportifs en préparation mentale. Absolument. Les utilisateurs peuvent bénéficier de 10% de remise. Magnifique. Et ils bénéficient sur
Pas que sur ce produit, on est bien d'accord. Sur toute la gamme, y compris ce produit-là. Ouais. Donc, allez-y, foncez. Vous avez accès à toute la gamme avec un code de réduction. Nous, on a toujours l'habitude, moi j'ai toujours l'habitude sur cette fin de podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Je lui donne une seule contrainte, c'est qu'il prend ce temps pour dire merci. Merci à qui il veut, sous quelle forme il veut, mais c'est toi qui as le micro pour cette fin. Moi, je vous dis à bientôt sur Mental de Champion pour un nouvel épisode. Il y en a qui vont arriver tout soudain, donc abonnez-vous, activez les petites cloches, allez aussi sur la chaîne YouTube et puis je te laisse le mot de la fin pour dire merci. Yes, ça marche. Bon, d'abord, merci à toi pour l'invitation à ce podcast. Avec plaisir. C'était un réel plaisir. J'ai bien aimé discuter avec toi. Et puis, sinon, merci à toute ma famille, à mes proches, à mes clients, partenaires. J'ai beaucoup de soutien dans le lancement de ma nouvelle société. Et voilà. Merci à tous.